Dans un petit village niché au cœur d'une vallée verdoyante, une forêt dense et mystérieuse s'étendait à perte de vue. Les habitants la nommaient la forêt interdite, un lieu où nul n'osait s'aventurer depuis des générations. Les récits troublants qui circulaient à son sujet glaçaient le sang des plus courageux. On murmurait que des forces obscures y régnaient, prêtes à engloutir quiconque oserait franchir la lisière des arbres centenaires. Les anciens du village racontaient à voix basse des histoires effroyables de disparitions inexpliquées et de phénomènes surnaturels. Ils évoquaient des ombres furtives aperçues entre les troncs noueux, des murmures inquiétants portés par le vent, et des lueurs spectrales dansant dans l'obscurité. Ces récits, transmis de génération en génération, alimentaient la peur collective et renforçaient le tabou entourant la forêt maudite. Malgré l'interdiction formelle de s'y rendre, certains jeunes téméraires ne pouvaient s'empêcher de ressentir une fascination morbide pour ce lieu interdit. Ils se réunissaient en secret, échafaudant des plans pour percer les mystères de la forêt. Leurs discussions animées étaient empreintes d'un mélange d'excitation et de terreur, tandis qu'ils imaginaient les horreurs qui pourraient les attendre au-delà des premiers arbres. Un jour, un étranger arriva au village, ignorant tout des légendes locales. Intrigué par l'atmosphère pesante qui régnait et les regards fuyants des habitants lorsqu'il évoquait la forêt, il décida d'en avoir le cœur net. Malgré les avertissements désespérés des villageois, il s'enfonça dans les bois, armé de sa seule curiosité. Son départ fut accueilli par un silence lourd de crainte et d'appréhension. Les heures passèrent, puis les jours, sans aucune nouvelle de l'intrépide voyageur. L'inquiétude gagna rapidement le village, ravivant les peurs ancestrales. Certains affirmaient avoir entendu des cris déchirants provenant des profondeurs de la forêt, d'autres juraient avoir aperçu une silhouette fantomatique errant entre les arbres. La tension montait, et avec elle, la certitude que la malédiction avait encore frappé. Face à cette situation alarmante, le conseil du village se réunit en urgence. Les débats furent houleux, opposant ceux qui préconisaient d'organiser une expédition de secours à ceux qui estimaient qu'il était trop dangereux de risquer d'autres vies. La peur et la superstition s'affrontaient à la compassion et au devoir moral. Finalement, un groupe de volontaires fut constitué pour tenter de retrouver l'étranger disparu. L'expédition se prépara avec soin, chacun emportant amulettes et objets sacrés censés les protéger des forces maléfiques. Au petit matin, ils s'engagèrent sur le sentier oublié menant au cœur de la forêt interdite. L'atmosphère était lourde, chargée d'une tension palpable. Les branches semblaient se tendre vers eux comme des doigts crochus, prêts à les agripper au moindre faux pas. Plus ils s'enfonçaient dans les bois, plus l'environnement devenait hostile. La lumière du jour peinait à percer la canopée dense, plongeant les environs dans une pénombre inquiétante. Des bruits étranges résonnaient autour d'eux, impossibles à identifier. Était-ce le vent dans les feuilles ou des murmures d'entités invisibles? La frontière entre réalité et cauchemar s'estompait à chaque pas. Soudain, l'un des membres du groupe poussa un cri d'effroi. Il venait de découvrir un objet appartenant à l'étranger disparu, son sac à dos, déchiqueté et maculé d'une substance sombre. Cette découverte macabre provoqua un vent de panique parmi les sauveteurs. Certains voulaient faire demi-tour sur le champ, mais d'autres insistaient pour poursuivre les recherches, convaincus qu'ils touchaient au but. Alors qu'ils débattaient de la marche à suivre, un brouillard épais commença à s'élever du sol, enveloppant leurs jambes dans ses volutes fantasmagoriques. L'air devint glacial, et une odeur de putréfaction envahit leurs narines. Les arbres semblaient se resserrer autour d'eux, formant une prison végétale dont ils ne pouvaient s'échapper. La panique gagna le groupe, chacun sentant qu'une présence malveillante les observait. C'est alors qu'ils l'entendirent, un rire sardonique, à peine audible, qui semblait provenir de toutes les directions à la fois. Ce son glaçant fut suivi de murmures incompréhensibles, comme une litanie maudite récitée par des voix d'outre-tombe. Les membres de l'expédition se regroupèrent instinctivement, dos à dos, scrutant désespérément l'obscurité grandissante à la recherche de la source de ces manifestations terrifiantes. Soudain, une forme sombre surgit entre les arbres, se mouvant à une vitesse surnaturelle. Les cris de terreur se mêlèrent au bruissement des feuilles et au craquement sinistre des branches. Dans la confusion qui s'ensuivit, le groupe se dispersa, chacun fuyant dans une direction différente, poursuivi par des ombres insaisissables et des hurlements inhumains. Seuls quelques-uns parvinrent à s'échapper de cet enfer verdoyant, courant à perdre haleine jusqu'à atteindre la lisière de la forêt. Haletants, le regard hanté par ce qu'ils avaient vu, ils s'effondrèrent aux pieds des villageois qui les attendaient anxieusement. Leurs récits incohérents et fragmentés ne firent que renforcer la terreur collective et le mystère entourant la forêt interdite. Les jours suivants, le village fut plongé dans un état de choc et de deuil. Les familles des disparus étaient inconsolables,
tandis que les survivants de l'expédition restaient prostrés, incapables de surmonter le traumatisme vécu. Les anciens hochaient gravement la tête, rappelant que leurs avertissements n'avaient pas été écoutés. La malédiction de la forêt avait une fois de plus prouvé sa terrible réalité. Malgré cette tragédie, ou peut-être à cause d'elle, la fascination pour la forêt interdite ne fit que croître. Des rumeurs commencèrent à circuler sur l'origine de la malédiction. Certains parlaient d'un ancien rituel païen qui aurait mal tourné, d'autres évoquaient la vengeance d'esprits de la nature contre les hommes qui avaient osé profaner leur sanctuaire. Chaque théorie semblait plus terrifiante et improbable que la précédente. Des érudits et des chasseurs de mystères, attirés par la sinistre réputation du lieu, commencèrent à affluer vers le village. Ils venaient équipés d'appareils étranges et de grimoires poussiéreux, prétendant pouvoir percer les secrets de la forêt maudite. Les villageois les regardaient avec un mélange de méfiance et d'espoir, se demandant si ces étrangers allaient enfin apporter des réponses ou s'ils ne feraient qu'attiser davantage la colère des forces obscures. Parmi ces nouveaux arrivants, une vieille femme au regard perçant attira particulièrement l'attention. Elle prétendait être une médium capable de communiquer avec les esprits de la forêt. Ces séances de spiritisme attiraient de plus en plus de curieux, malgré les mises en garde du prêtre local qui y voyait l'œuvre du diable. Les messages qu'elle disait recevoir étaient confus et inquiétants, parlant de portes entre les mondes et d'entités anciennes en sommeil. Pendant ce temps, dans la forêt, d'étranges phénomènes continuaient de se produire. Des lueurs inexpliquées dansaient entre les arbres la nuit, des cris inhumains résonnaient dans les ténèbres, et parfois, des objets appartenant aux disparus réapparaissaient mystérieusement à la lisière du bois, comme pour narguer les vivants. La frontière entre le monde des hommes et celui des esprits semblait s'amenuiser de jour en jour. Le village, autrefois paisible, était maintenant en proie à une psychose collective. Chaque ombre était perçue comme une menace, chaque bruit suspect comme un présage funeste. Les enfants faisaient des cauchemars terribles, les adultes sursautaient au moindre craquement, et même les animaux semblaient nerveux et agités. L'atmosphère était chargée d'une tension électrique, comme si une tempête surnaturelle menaçait d'éclater à tout moment. Face à cette situation intenable, certains villageois commencèrent à envisager des solutions drastiques. Des voix s'élevèrent pour proposer de brûler la forêt, espérant ainsi purifier le mal par le feu. D'autres, plus modérés, suggéraient de construire un mur autour du bois maudit pour contenir les forces maléfiques. Les débats étaient houleux, ancestrale courait sur toutes les lèvres. On parlait à voix basse d'un protecteur mystérieux, une entité bienveillante qui veillait sur les habitants depuis des temps immémoriaux. Ce gardien invisible, disait-on, avait le pouvoir de détourner les catastrophes et de guider le village vers la prospérité. Son existence, bien qu'imperceptible aux yeux des mortels, était ancrée dans l'âme même de la communauté. Les récits de ses interventions miraculeuses se transmettaient de génération en génération, nourrissant la foi et l'espoir des villageois. On racontait comment, lors d'un hiver particulièrement rigoureux, une avalanche menaçante s'était mystérieusement scindée en deux, épargnant le village. D'autres évoquaient des épidémies subitement enrayées, ou des récoltes sauvées in extremis d'une sécheresse dévastatrice. Chaque événement inexpliqué renforçait la croyance en ce protecteur surnaturel. Malgré l'absence de preuves tangibles de son existence, la présence du gardien se faisait sentir dans chaque aspect de la vie quotidienne. Les villageois avaient développé des rituels et des traditions pour honorer leur protecteur invisible. Des offrandes étaient déposées à la lisière de la forêt, des prières murmurées avant chaque entreprise importante et des festivités organisées pour célébrer sa bienveillance. L'atmosphère du village était imprégnée d'une spiritualité profonde et d'un respect pour les forces invisibles qui les entouraient. Les enfants grandissaient bercés par les histoires du gardien, apprenant dès leur plus jeune âge à percevoir les signes subtils de sa présence. Un souffle de vent inattendu, le bruissement des feuilles dans les arbres, ou le chant d'un oiseau rare étaient interprétés comme des messages codés de leur protecteur. Cette sensibilité au monde invisible façonnait leur perception du monde et renforçait leur lien avec la nature environnante. Cependant, comme toute légende, celle du gardien invisible suscitait aussi le scepticisme chez certains. Les plus rationnels du village attribuaient les événements miraculeux à la chance ou à des phénomènes naturels mal compris. Ils argumentaient que la croyance en une entité protectrice n'était qu'un moyen de se rassurer face à un monde imprévisible et parfois cruel. Ces voix discordantes créaient parfois des tensions au sein de la communauté, opposant tradition et modernité. Malgré ces divergences d'opinion, la majorité des villageois restaient profondément attachés à la figure du gardien invisible. Pour eux, cette présence mystérieuse représentait bien plus qu'une simple superstition. Elle incarnait l'âme même de leur communauté,
un lien sacré entre le passé et le présent, entre l'homme et la nature. La foi en ce protecteur donnait un sens à leur existence et les unissait dans un destin commun. Un jour, le village fut confronté à une menace sans précédent. Des pluies diluviennes s'abattirent sur la région pendant des jours, faisant gonfler dangereusement la rivière qui traversait la vallée. Les eaux menaçaient de submerger les digues et d'engloutir le village tout entier. Face à ce péril imminent, les habitants se tournèrent naturellement vers leur gardien invisible, implorant son aide comme leurs ancêtres l'avaient fait avant eux. La tension était palpable alors que les villageois luttaient désespérément contre les éléments déchaînés. Les plus âgés guidaient les prières collectives, tandis que les plus jeunes s'activaient à renforcer les défenses contre les flots menaçants. L'air était chargé d'une énergie étrange, mélange de peur et d'espoir, comme si le sort du village se jouait non seulement sur le plan physique, mais aussi sur un plan spirituel invisible. C'est alors qu'un phénomène inexplicable se produisit. Au plus fort de la tempête, alors que tout semblait perdu, un calme soudain s'abattit sur la vallée. Les nuages se dissipèrent comme par magie, laissant apparaître un arc-en-ciel d'une intensité saisissante. Les eaux, qui quelques instants plus tôt menaçaient de tout emporter, commencèrent à refluer lentement, épargnant miraculeusement le village. Pour beaucoup, cet événement extraordinaire ne pouvait être que l'œuvre du gardien invisible. Les récits de ce jour mémorable vinrent s'ajouter à la longue liste des interventions miraculeuses attribuées à leurs protecteurs. Même les plus sceptiques furent ébranlés par l'ampleur de ce qu'ils avaient vécu, se demandant s'il n'y avait pas, après tout, une part de vérité dans cette légende ancestrale. Dans les jours qui suivirent, le village connut un renouveau spirituel. Les rituels en l'honneur du gardien prirent une dimension nouvelle, empreints d'une gratitude profonde et d'un respect redoublé. Les habitants, unis par cette expérience commune, redécouvrirent l'importance de leur héritage culturel et de leur connexion avec les forces invisibles qui les entouraient. Cette renaissance spirituelle eut des répercussions inattendues sur la vie du village. Les liens communautaires se renforcèrent, les anciennes querelles furent oubliées au profit d'une solidarité retrouvée. Les villageois, conscients de la fragilité de leur existence face aux forces de la nature, développèrent une approche plus respectueuse et durable de leur environnement. L'histoire du miracle de la rivière se répandit rapidement au-delà des frontières du village, attirant l'attention de curieux et de chercheurs du surnaturel. Des visiteurs commencèrent à affluer, désireux d'en apprendre davantage sur ce gardien invisible et de ressentir eux-mêmes sa présence mystérieuse. Le village, autrefois isolé, devint un lieu de pèlerinage pour ceux en quête de spiritualité et de connexion avec l'invisible. Cette nouvelle notoriété apporta son lot de défis. Comment préserver l'essence de leur tradition face à l'afflux de visiteurs? Comment transmettre la profondeur de leurs croyances sans la dénaturer? Les anciens du village se réunirent pour discuter de ces questions cruciales, conscients que l'avenir de leur communauté et de leur relation avec le gardien invisible était en jeu. Parmi les visiteurs, certains affirmaient avoir ressenti une présence inexplicable, une aura de protection qui semblait envelopper le village. D'autres, plus sceptiques, cherchaient des explications rationnelles aux phénomènes rapportés. Cette confrontation entre croyance et scepticisme créa un dialogue fascinant, poussant les villageois à réexaminer et à approfondir leur propre compréhension de leur tradition. Au fil du temps, la légende du gardien invisible évolua, s'enrichissant de nouvelles interprétations et de nouvelles expériences. Certains commencèrent à voir le gardien non pas comme une entité unique, mais comme une manifestation de la conscience collective du village et de son lien profond avec la nature environnante. Cette vision plus nuancée permettait de concilier tradition et modernité, spiritualité et rationalité. Les jeunes du village, initialement attirés par le monde extérieur et ses promesses de modernité, redécouvrirent la richesse de leur héritage culturel. Ils commencèrent à réinterpréter les anciennes traditions à la lumière de leur éducation contemporaine, créant ainsi un pont entre le passé et le futur. Cette fusion entre sagesse ancestrale et pensée moderne donnait naissance à une nouvelle forme de spiritualité, plus adaptée aux défis du monde actuel. La présence du gardien invisible continuait à se manifester de manière subtile mais significative. Des coïncidences heureuses, des intuitions salvatrices, des moments de grâce inexplicables ponctuaient la vie quotidienne des villageois. Dont le nom seul suffisait à faire frissonner les plus braves. La vallée obscure, comme on l'appelait, était le théâtre d'une série de disparitions inexpliquées qui hantaient l'esprit des habitants des villages alentours depuis des générations. Cette étendue verdoyante, enserrée entre des falaises abruptes, semblait paisible de prime abord, mais recelait des secrets macabres qui défiaient toute explication rationnelle. Les récits des disparitions remontaient à des temps immémoriaux.
On parlait de voyageurs égarés, de bergers imprudents, et même de groupes entiers d'explorateurs qui s'étaient aventurés dans la vallée pour ne jamais en revenir. Chaque nouvelle disparition ajoutait une couche supplémentaire au mystère, alimentant les rumeurs les plus folles et les théories les plus farfelues sur la nature de la malédiction qui semblait peser sur ces lieux. Les anciens des villages l'environnant transmettaient des légendes terrifiantes sur l'origine de ces phénomènes. Certains évoquaient une créature monstrueuse tapie dans les profondeurs de la vallée, attendant patiemment ses proies. D'autres parlaient de portails vers d'autres dimensions, engloutissant les malheureux qui s'en approchaient de trop près. Ces histoires, racontées à voix basse autour des feux de camp, glaçaient le sang des jeunes générations et perpétuaient la peur ancestrale liée à la vallée obscure. Malgré les avertissements et les interdictions, la vallée exerçait une fascination morbide sur certains esprits aventureux. Des groupes de jeunes téméraires organisaient parfois des expéditions secrètes, défiant le danger pour percer les mystères de ce lieu maudit. Rares étaient ceux qui en revenaient, et ceux qui y parvenaient revenaient changés à jamais, le regard hanté par ce qu'ils avaient vu ou cru voir dans les profondeurs de la vallée. Au fil des années, de nombreuses tentatives d'exploration officielle avaient été menées pour élucider le mystère des disparitions. Des équipes de scientifiques, équipées des technologies les plus avancées, s'étaient succédées dans la vallée. Leurs rapports, souvent contradictoires, ne faisaient qu'épaissir le voile de mystère. Certains parlaient d'anomalies magnétiques inexplicables, d'autres de phénomènes acoustiques étranges qui désorientaient complètement les explorateurs. L'une des théories les plus persistantes concernait l'existence d'une civilisation souterraine, vestige d'un peuple ancien qui aurait trouvé refuge dans les entrailles de la Terre. Selon cette hypothèse, ces êtres, adaptés à la vie dans l'obscurité, capturaient les intrus pour préserver le secret de leur existence. Cette idée, aussi fantastique soit-elle, trouvait un écho particulier chez ceux qui refusaient d'accepter une explication purement naturelle aux disparitions. Les autorités locales, dépassées par l'ampleur du phénomène, avaient fini par instaurer un périmètre de sécurité autour de la vallée. Des panneaux d'avertissement jalonnaient les sentiers d'accès, mettant en garde les randonneurs contre les dangers qui les guettaient. Malgré ces précautions, chaque année apportait son lot de nouvelles disparitions, comme si la vallée elle-même attirait inexorablement les âmes imprudentes. Parmi les nombreuses victimes de la vallée obscure, l'histoire de Maria Delacroix restait gravée dans les mémoires. Cette jeune anthropologue, venue étudier les légendes locales, s'était aventurée seule dans la vallée malgré les mises en garde. Son journal, retrouvé des mois plus tard à la lisière de la forêt, relatait des observations troublantes, des ombres mouvantes aperçues du coin de l'œil, des sons impossibles à identifier, et une sensation oppressante d'être constamment observé. Les dernières pages du journal de Maria étaient particulièrement glaçantes. Elle y décrivait une découverte qui, selon elle, pourrait expliquer toutes les disparitions. Malheureusement, ces notes devenaient de plus en plus incohérentes, parsemées de croquis frénétiques et de symboles mystérieux. La dernière entrée se terminait abruptement au milieu d'une phrase, comme si elle avait été interrompue par quelque chose ou quelqu'un. La disparition de Maria Delacroix raviva l'intérêt pour le mystère de la vallée obscure. Des équipes de recherche furent mobilisées, des chiens pisteurs déployés, et même des drones envoyés pour survoler la zone. Malgré ces efforts, aucune trace de la jeune femme ne fut retrouvée. C'était comme si la vallée l'avait littéralement engloutie, ne laissant derrière elle que des questions sans réponse et des théories de plus en plus farfelues. L'affaire attira l'attention des médias nationaux, projetant la vallée obscure et ses mystères sur le devant de la scène. Des journalistes affluèrent, avides de sensationnalisme, tandis que des équipes de télévision réalité cherchaient à capitaliser sur l'engouement du public pour le paranormal. Cette soudaine notoriété était accueillie avec méfiance par les locaux, qui craignaient que cette publicité n'attire encore plus de victimes potentielles. Parmi le flot de curieux et de sceptiques, un groupe de parapsychologues proposa une théorie audacieuse. Selon eux, la vallée obscure serait un point de convergence d'énergie psychique particulièrement puissante. Ces énergies, amplifiées par la géographie unique de la vallée, créeraient des distorsions dans la réalité, expliquant ainsi les disparitions et les phénomènes étranges rapportés. Bien que contestée par la communauté scientifique, cette hypothèse trouvait un écho favorable auprès de ceux qui cherchaient une explication alliant science et surnaturel. Face à la recrudescence des incidents, les autorités décidèrent de lancer une expédition de grande envergure. Une équipe pluridisciplinaire fut constituée, réunissant géologues, biologistes, physiciens, et même des experts en phénomènes paranormaux. Équipés des technologies les plus avancées, ils s'engagèrent dans la vallée avec la ferme intention de percer une fois pour toutes ses secrets. Le monde entier retenait son souffle, attendant des nouvelles de cette mission sans précédent.
Les premières semaines de l'expédition se déroulèrent sans incident majeur. Les rapports quotidiens faisaient état de relevés étranges, des fluctuations magnétiques inexplicables, des variations de température soudaines, et même des enregistrements audio contenant des sons impossibles à identifier. Malgré ces anomalies, l'équipe restait optimiste, persuadée d'être sur le point de percer le mystère de la vallée obscure. Puis, brutalement, les communications cessèrent. Le silence radio qui s'ensuivit plongea les observateurs dans un état d'angoisse intense. Les jours passèrent sans aucune nouvelle de l'équipe d'exploration. Les tentatives pour rétablir le contact restèrent vaines. L'histoire semblait se répéter, ajoutant un nouveau chapitre tragique à la longue liste des disparus de la vallée obscure. Une mission de sauvetage fut rapidement organisée, mais les recherches s'avérèrent infructueuses. Le campement de base de l'équipe fut retrouvé intact, comme si ses occupants s'étaient volatilisés en pleine activité. Les journaux de bord et les enregistrements récupérés ne faisaient qu'ajouter au mystère, révélant des observations de plus en plus étranges à mesure que l'expédition progressait dans les profondeurs de la vallée. L'échec de cette mission de grande envergure eut un impact profond sur la perception du public. La vallée obscure n'était plus simplement un lieu de légende locale, mais devenait un défi lancé à la science moderne. Des théories conspirationnistes commencèrent à circuler, suggérant que les gouvernements dissimulaient la vérité sur la nature réelle de ce lieu. La frontière entre réalité et fiction semblait s'estomper un peu plus chaque jour. Alors que le débat faisait rage entre sceptiques et croyants, de nouveaux témoignages émergèrent. Des randonneurs affirmaient avoir aperçu des lueurs étranges dans la vallée la nuit, tandis que d'autres rapportaient des expériences de perte de temps inexpliquées. Ces récits, bien que difficiles à vérifier, alimentaient la fascination croissante du public pour ce lieu maudit. Face à l'impasse dans laquelle se trouvaient les investigations scientifiques, certains se tournèrent vers des approches plus ésotériques. Des médiums et des chamans furent consultés, apportant leur propre interprétation du mystère. Ils parlaient de vortex énergétiques, d'esprits gardiens, et de dimensions parallèles. Est intimamente lié ao objet mystérieux, Uni-Pierre Sacré. Cette roche, de apparência ordinária por le profane, est in réalité le centre de culte ancestral et la source de nombreuses legendes que se transmettent de génération en génération. Les habitantes do village voaem a 7 Pierre une veneration sans bornes, convaincu ele possédait despovoir surnaturels capables de protéger leu communauté e de influir sur leu destin. La legende racontait que la pierre était tombée do ciel e o y a 10 millénaires, lors de une nuit ou les étoiles semblaient danser dans le firmamente. Les anciens do village disaient que se était cadeal des dieux, une manifestation tangible de leu bienveillance envers les hommes. Depuis ce jour fatidique, la pierre avait été placée sur un autel au centre do village, devenant le coeur battant de la vie spirituelle de la communauté. Ao fil de siècles, de nombreux récits et 6 autors despovoir supposés de la pierre sacrée. On lui attribuait la capacité de guérir les malades, de faire tomber la pluie en période de sécheresse, et même de repulser les invasions ennemies. Ces histoires, répétées avec ferveur autor des feux de camp, renforçaient la foi des villageois en leu relique e cimentaient leu identité collective autor de ce patrimônio unique. Cependant, la legende la plus terrifiante concernait les sortes réservées à ceux que osaient profaner la pierre ou tenter de la dérober. On murmurait que quiconque portait la main sur la relique sacrée avec de mauvaises intentions était frappé de une malédiction terrible. Les récits parlaient de malheureux redutos à l'état de statues de pierre de famílias inteiras décimas par des maladies mystérieuses, ou de indivíduos condamnés a errer por l'éternité, tormentés par des visions cauchemardesques. Ces histoires macabres n'étaient pas de simples contes por effrayer les infantes. Ao fil des générations, plusieurs incidents avaient semblé confirmer la réalité de la malédiction. Le cas le plus célèbre était celui de explorateur étranger qui, fasciné par la légende, avait tenté de voler la pierre une nuit. Le lendemain matin, on ele avait retrouvé à la lisière du village, le corps tordu dans une posture impossible, le visage figé dans une expression de terreur pure. Cet événement avait renforcé la crainte révérentielle que les villageois voaient à leu relique sacrée. La présence de la pierre influençait tous les aspects de la vie du village.
Les situels les plus importants de la communauté sidero lá em autor d'elle, naissances, mariages, funérailles e celebrations saisonnières. Les anciens afirmaient pouvoir lire avenir das les subtils changements de couleur ou de texture de sa surface. Chaque décision importante était prise après consultation de la pierre, comme si elle était le réceptacle de une sagesse millénaire. Malgré les secrets jalousement gardés par les villageois, des rumeurs sur l'existence de 7 pierres aos pouvoirs mystérieux commenceront interentemente a se répandre au-delà des frontières de la vallée. Des chercheurs de trésors, des archéologues amateurs, e même des representantes de grandes instituições científicas tenterem de approcher le village por étudier la relique. Mas les habitantes, farouchement a protecteurs de leur héritage, repousaient sistematicamente ses intrusions, parfois par la force. Cette attitude défensive ne faisait alimenter la curiosité et les speculations do monde exterior. Des théories les plus folles circulaient sur l'origine et la nature de la pierre sacrée. Certains elle associaient a des civilisations extraterrestres, de autres y voyaient artefact de une civilisation antediluvienne avancée. Ces rumeurs attiraient une attention indésirable sur le village, mettant à rude épreuve sa volonté de préserver son mode de vie traditionnel. Ao sem meme de la communauté, des voix començaient a se élever, notamment parmi les jeunes générations, por remettre en question les croyances liées à la pierre. Influenciés par l'éducation moderne et l'accès à l'information, certains appelaient a une étude scientifique de la relique, esperant trouver une explication rationnelle a ces supposés pouvoirs. Ces debates internos créaient distinções ao sein do village, opposant tradicionalistes e progressistes dans une lutte idéologique sans précédent. C'est dans ce contexte tendo que événement extraordinário vim bouleverser la vie do village. Une nuit, alors qu'un orage de une violence noyait a bataille sur la région, o éclair frappa directement la pierre sacrée. Le choc fut si puissant que o projeta des éclats de roche dans toutes les directions. Lorsque les villageois accoururent e os découvrirent avec stupeur que la pierre était fendue em Deus, revelant coeur cristalin que brillait de une lueur surnaturelle. Cette révélation plongia la communauté dans o état de choc et de émerveillement. Por certains, c'était signe divin, une nouvelle manifestation de la puissance de la pierre. Por de autres, c'était enfin l'occasion de percer les mystères. Les anciens do village se reunirem em urgência por decidir de la marche à suivre, conscientes que cet événement marquait tournant dans leur histoire. Pendant ce temps, des phénomènes étranges comenceront interentemente a se produire dans le village e ses environs. Des lueurs inexpliquées apparaissaient la nuit, des sons mystérieux résonnaient dans les montagnes, e certains villageois rapportaient des rêves prémonitores de une vivacité saisissante. Ces manifestations ne faisaient que renforcer la croyance en la nature surnaturelle de la pierre, tu en attisant les craintes de seus que redoutaient que elle était corrompue par la foudre. Face a cette situation sans précédent, le conseil do village prit une décision audacieuse. Por la première fois de son histoire, il accepta la venue de une équipe de scientifiques pour étudier la pierre. Cette décision, loin de faire l'unanimité, était vue comme compromisso nécessaire pour comprendre ce qui était arrivé à leur relique sacrée. Elle arrivait des chercheurs fut accueillie avec un mélange de méfiance et d'espoir, marquant le début de une nouvelle ère pour la communauté. Les premières analyses de la pierre révélèrent des propriétés stupéfiantes. Sa composition chimique défiait toute classification connue, e elle émettait des radiations de type jamais observé auparavant. Plus étonnant encore, les instrumentos électroniques avaient tendência a se comporter de manière erratique à proximité de la relique, comme si os étaient affectés par champ de énergie invisible. Ces découvertes, loin de apporter des réponses, ne faisaient que soulever de nouvelles questions. Les scientifiques étaient partagés entre excitation et perplexité, conscientes que ils étaient peut-être sur le point de faire une percée majeure dans notre compréhension des lois de la physique. Pendant ce temps, les villageois observaient ces activités avec un mélange de fascination et de appréhension. Craignant que ces investigations ne perturbem l'équilibre fragile entre le monde et celui des forces invisibles. Alors que les recherches se poursuivaient, des événements inexplicables continuaient de se produire dans le village e ses environs.
des guérisons miraculeuses et in rapporteis, des récoltes abondantes poussain dans des champs autrefois stériles. E certains afirmaent meme avuir aperçu des figues cestrales rodant autor do site de Lapierre. Ces phénomènes alimentaient les débats entre seus que y voyaient la confirmation des pouvoirs bénéfiques de la relique et seus que craignaient que LNA libere des forces cuius ne pouvaient controller. L'équilibre précaire entre science et tradition fut mis à rude épreuve cum Jeune cherchou proposa de déplacer Lapierre dans un laboratoire mieux que pour l'étudier. Cette suggestion provoque tollé parmi les villageois, que voyaient dans cette idée une profanation de leur héritage sacré. Les tensions montèrent, menaçant de degenerer conflit ouvert entre les habitants et l'équipe scientifique. C'est alors que os événements n'attendent vin bouleverser la situation. Une nuit, alors que le village était plongé dans un sommeil agité, Lapierre commença a émettre une lumière pulsante de une intensité croissante. Des sons étranges comme une musique céleste implirem LR revelant tous les habitants. Fascinés et terrifiés, villageois et scientifiques se rassemblerem autour de la relique, temos de phénomène que dépassait l'entendiment. Soldain dans un flash aveuglant, Lapierre disparut, en laissant derrière elle com cercle de herbe brûlée. Le silence qui suivit était assourdissante, chargé d'incrédulité et de questions sans réponses. Ou était parti Lapierre sacré? Avait-elle accompli sa mission sur terre? Ou avait-elle été rappelée par les forces mystérieuses que elle avait envoyées? Dans les jours et les semaines que suivirent, le village fut plongé dans un état de confusion et d'introspection. Certains voyaient dans la disparition de Lapierre un signe que o était temps pour leur communauté de évoluer, de se ouvrir au monde exterior. De autres y voyaient un avertissement, une punition pour avoir. Que la nuit tombait. Ces sons étranges, mélange de chuchotements, de mélodies lointaines et de cris étouffés, hantaient les rêves et l'imaginaire des habitants de la région depuis des temps immémoriaux. Les légendes locales foisonnaient d'explications sur l'origine de ces voix spectrales. Certains affirmaient qu'il s'agissait des âmes tourmentées d'anciens explorateurs, piégés à jamais dans les entrailles de la montagne. D'autres y voyaient la manifestation d'entités surnaturelles, gardiens invisibles d'un royaume caché aux yeux des mortels. Ces récits, transmis de génération en génération, nourrissaient une crainte révérentielle envers le monde des murmures. Malgré les avertissements des anciens, la montagne exerçait une attraction irrésistible sur les esprits aventureux. Au fil des siècles, de nombreux téméraires avaient tenté d'en percer les secrets, s'aventurant sur ces pentes abruptes à la recherche de l'origine des voix. Peu en étaient revenus, et ceux qui y parvenaient revenaient changés à jamais, le regard hanté par ce qu'ils avaient vu ou cru voir dans les hauteurs brumeuses du mont. L'un des récits les plus célèbres était celui de Marie Durand, une alpiniste chevronnée qui avait disparu lors d'une expédition solitaire sur le mont des Murmures 50 ans auparavant. Son journal, retrouvé des années plus tard près d'un refuge de montagne abandonné, relatait une expérience terrifiante. Elle y décrivait avoir suivi les voies jusqu'à une grotte cachée, où elle aurait aperçu des formes mouvantes dans l'obscurité avant que ses notes ne s'arrêtent brusquement. Ce mystère persistant attirait régulièrement l'attention des médias et des chercheurs en paranormal. Des équipes d'investigation équipées de matériel sophistiqué tentaient périodiquement de capturer les voix, d'en analyser la nature. Leurs efforts se soldaient invariablement par des échecs frustrants, les enregistrements étaient brouillés par des interférences inexpliquées, les appareils tombaient en panne de manière inexplicable dès qu'ils approchaient des zones où les voix étaient censées être les plus fortes. Les scientifiques, sceptiques quant à l'origine surnaturelle du phénomène, proposaient diverses théories pour expliquer les voix de la montagne. Certains évoquaient des courants d'air particuliers créant des résonances acoustiques uniques dans les cavités de la montagne. D'autres suggéraient que des gaz s'échappant des profondeurs pouvaient provoquer des hallucinations auditives chez les randonneurs. Pourtant, aucune de ces explications ne parvenait à rendre compte de la complexité et de la cohérence apparente des sons rapportés par les témoins. Au pied de la montagne, un petit village vivait au rythme de cette présence mystérieuse. Les habitants avaient développé au fil des générations une relation ambivalente avec le mont des Murmures. D'un côté, ils craignaient ses secrets et respectaient scrupuleusement les tabous liés à son ascension. De l'autre, la présence de la montagne enchantée était devenue partie intégrante de leur identité, attirant des visiteurs curieux qui faisaient vivre l'économie locale.
Chaque année, lors de la nuit du solstice d'été, le village organisait une cérémonie ancestrale au pied de la montagne. Les habitants se rassemblaient en cercle, brandissant des torchets et récitant des incantations censées apaiser les esprits de la montagne. Cette nuit-là, disait-on, les voix se faisaient plus fortes et plus claires, comme si elles répondaient à l'appel des vivants. C'est lors d'une de ces cérémonies qu'un événement extraordinaire se produisit. Alors que les chants des villageois s'élevaient dans la nuit, les voix de la montagne semblèrent soudain se synchroniser avec eux, créant une harmonie surnaturelle qui fit frissonner tous les participants. Au même moment, des lueurs étranges apparurent sur les flancs de la montagne, dansant comme des feux follets dans l'obscurité. Cette manifestation spectaculaire relança l'intérêt pour le mystère du monde des murmures. Une équipe internationale de chercheurs fut constituée, réunissant des experts en géologie, en acoustique, en folklore et en phénomènes paranormaux. Leur mission, mener l'investigation la plus complète jamais réalisée sur la montagne enchantée et ses voies mystérieuses. L'expédition, minutieusement préparée, débuta par une cartographie détaillée de la montagne à l'aide de technologies de pointe. Des drones équipés de capteurs sophistiqués survolèrent les zones les plus inaccessibles, tandis que des géologues analysaient la composition rocheuse à la recherche d'anomalies. Les acousticiens, quant à eux, déployèrent un réseau de microphones ultrasensibles pour tenter de capter et de localiser l'origine des voix. Au fil des jours, l'équipe commença à faire des découvertes intrigantes. Des cavités insoupçonnées furent révélées par l'imagerie sismique, suggérant l'existence d'un vaste réseau de grottes au cœur de la montagne. Les analyses de l'air révélèrent la présence de gaz rares dans des concentrations inhabituelles, pouvant potentiellement affecter la perception sensorielle des êtres humains. Mais c'est une découverte fortuite qui allait bouleverser le cours de l'expédition. En explorant une fissure nouvellement découverte, un membre de l'équipe mit au jour des peintures rupestres d'une antiquité stupéfiante. Ces fresques, remarquablement préservées, dépeignaient des scènes rituelles impliquant des figures humaines en interaction avec des êtres étranges, mi-homme mi-esprit. Plus troublant encore, certains motifs semblaient représenter des ondes sonores, comme si les anciens artistes avaient tenté de donner une forme visuelle aux voix de la montagne. Cette découverte archéologique inattendue ouvrit de nouvelles perspectives sur l'origine du phénomène. Se pouvait-il que les voix entendues aujourd'hui soient l'écho d'anciens rituels pratiqués il y a des millénaires ? Ou bien ces peintures étaient-elles la preuve que les habitants préhistoriques de la région avaient eux aussi été témoins de manifestations surnaturelles ? Alors que les chercheurs tentaient de déchiffrer le sens de ces peintures énigmatiques, des événements étranges commencèrent à se produire au sein de l'équipe. Certains membres rapportaient des rêves vivides peuplés de visions de la montagne et de ses mystérieux habitants. D'autres affirmaient avoir entendu les voix même en plein jour, les appelant à s'enfoncer plus profondément dans les entrailles du monde. L'atmosphère au sein du camp de base devint de plus en plus tendue. Les équipements électroniques se comportaient de manière erratique, les communications avec l'extérieur étaient fréquemment coupées, et une série d'accidents mineurs mais inexpliqués commença à saper le moral de l'équipe. Certains commencèrent à murmurer que la montagne elle-même résistait à leurs efforts pour percer ses secrets. Malgré ces difficultés, l'expédition persévéra. Les acousticiens parvinrent enfin à isoler et à enregistrer clairement les voix mystérieuses. L'analyse de ces enregistrements révéla des motifs complexes, presque musicaux, qui défiaient toute explication naturelle. Plus étonnant encore, certaines séquences semblaient contenir des mots ou des phrases dans une langue inconnue, trop structurée pour être le simple fruit du hasard. Cette percée suscita autant d'enthousiasme que de controverses au sein de l'équipe. Certains y voyaient la preuve définitive de l'existence d'une intelligence non humaine, tandis que d'autres s'accrochaient à l'espoir d'une explication rationnelle. Les débats s'enflammèrent, menaçant de diviser l'expédition à un moment crucial de leur recherche. C'est alors qu'un membre de l'équipe, un linguiste spécialisé dans les langues anciennes, fit une proposition audacieuse. Il suggéra d'utiliser les motifs sonores découverts pour tenter de communiquer avec les voix de la montagne. Utilisant un système de haut-parleurs puissants, ils commencèrent à diffuser des séquences sonores basées sur les enregistrements, espérant provoquer une réponse. L'attente fut longue et angoissante. Pendant des jours, ils alternèrent périodes de diffusion et d'écoute attentive, guettant le moindre signe de réaction. Puis, une nuit, alors que l'équipe commençait à perdre espoir, la montagne répondit. Les voix s'élevèrent, plus claires et plus puissantes que jamais, semblant répondre directement aux sons émis par les chercheurs. Ce dialogue surréaliste se poursuivit pendant des heures, les voix de la montagne et les sons générés par l'équipe s'entrelaçant dans une symphonie étrange et hypnotique. Les chercheurs, fascinés et terrifiés à la fois, s'efforçaient de décoder ce message venu d'un autre monde.
Était-ce une tentative de communication d'une intelligence non humaine? L'écho d'une civilisation perdue? Ou quelque chose de plus ancien et de plus mystérieux encore? Alors que l'aube approchait, le vient d'un secret ancestral, un pacte sacré conclu entre les premiers habitants et les esprits de la Terre. Ce pacte, disait-on, assurait la protection et la prospérité du village en échange d'un profond respect des traditions et de l'harmonie avec la nature environnante. Les anciens du village racontaient que leurs lointains ancêtres, fuyant des terres ravagées par la guerre et la famine, avaient trouvé refuge dans cette vallée fertile. Mais la terre n'était pas sans maître. Les esprits qui y résidaient, puissants et jaloux de leur domaine, avaient d'abord résisté à cette intrusion humaine. Ce n'est qu'après de longues négociations, ponctuées d'épreuves et de sacrifices, qu'un accord avait été trouvé. Le pacte, scellé lors d'une nuit de pleine lune, était simple dans ses termes mais profond dans ses implications. Les humains s'engageaient à vivre en harmonie avec la terre, à n'en prélever que le nécessaire et à honorer les esprits par des rituels réguliers. En échange, les esprits promettaient abondance, protection contre les calamités naturelles et guidance dans les moments difficiles. Pendant des siècles, le village prospéra sous la bénédiction de ce pacte. Les récoltes étaient toujours abondantes, les troupeaux florissants, et une paix durable régnait dans la vallée. Les habitants, conscients de la chance qui était la leur, respectaient scrupuleusement les termes de l'accord. Chaque décision importante était prise en consultation avec les esprits, chaque célébration était l'occasion de renouveler leur engagement. Les signes de la présence des esprits étaient subtils mais omniprésents. Parfois, c'était un vent soudain qui se levait pour disperser les nuages menaçants, d'autres fois une source qui jaillissait miraculeusement en période de sécheresse. Les villageois apprirent à lire ces signes, à comprendre le langage silencieux de la nature qui les entourait. Mais comme toute chose, l'équilibre était fragile. Au fil des générations, la mémoire du pacte commença à s'estomper. Les jeunes, attirés par les échos du monde extérieur qui parvenaient jusqu'à eux, commencèrent à questionner les anciennes traditions. Pourquoi continuer ces rituels archaïques? Pourquoi limiter leur croissance et leur développement par respect pour des croyances désuètes? Peu à peu, presque imperceptiblement au début, les choses commencèrent à changer. Les rituels, autrefois accomplis avec ferveur, devinrent de simples formalités. Les offrandes aux esprits se firent plus rares, plus modestes. La sagesse des anciens, auparavant vénérée, était maintenant souvent balayée d'un revers de main comme de vieilles superstitions. C'est alors que des événements étranges commencèrent à se produire dans la vallée. Des récoltes inexplicablement mauvaises, des maladies mystérieuses frappant le bétail, des phénomènes météorologiques inhabituels. Au début, ces incidents furent mis sur le compte de la malchance ou des caprices de la nature. Mais à mesure qu'ils se multipliaient, une inquiétude grandissante s'empara du village. Les anciens, gardiens de la mémoire du pacte, tentèrent d'avertir la communauté. Ils parlèrent du courroux des esprits, de la nécessité de revenir aux anciennes pratiques avant qu'il ne soit trop tard. Mais leurs paroles trouvèrent peu d'écho auprès d'une population qui avait largement perdu le sens du sacré. Un jour, un événement dramatique vint secouer le village jusqu'à ses fondations. Une tempête d'une violence sans précédent s'abattit sur la vallée, ravageant les cultures, détruisant des maisons, et menaçant l'existence même de la communauté. Pendant 3 jours et 3 nuits, les éléments se déchaînèrent, comme si la nature elle-même exprimait sa colère. Lorsque la tempête se calma enfin, le village était méconnaissable. Les habitants, choqués et désorientés, commencèrent à réaliser l'ampleur de la catastrophe. C'est alors qu'une voix s'éleva, celle de la doyenne du village, une femme centenaire respectée pour sa sagesse. Elle rappela l'histoire du pacte, longtemps oubliée, et déclara que cette calamité était un avertissement des esprits, un appel à renouveler l'alliance ancestrale. Ces paroles trouvèrent un écho dans les cœurs meurtris des villageois. Face à la dévastation qui les entourait, beaucoup commencèrent à remettre en question leur abandon des anciennes traditions. Une assemblée fut convoquée pour discuter de la marche à suivre. Les débats furent animés, opposant ceux qui plaidaient pour un retour aux pratiques ancestrales à ceux qui voyaient dans la modernisation la seule voie de salut. Finalement, un consensus émergea, il fallait tenter de renouer le contact avec les esprits, de restaurer l'harmonie perdue. Mais comment? Les connaissances nécessaires pour accomplir les anciens rituels s'étaient en grande partie perdues. C'est alors qu'un jeune homme, petit-fils de la doyenne, proposa une idée audacieuse,
combiner les connaissances ancestrales avec les moyens modernes pour créer un nouveau rituel, adapté à leur époque mais respectueux de l'essence du pacte originel. Cette proposition suscita à la fois espoir et scepticisme. Certains y voyaient une chance de réconciliation, d'autres craignaient d'offenser davantage les esprits. Malgré ces réticences, le village décida de tenter l'expérience. Pendant des semaines, jeunes et anciens travaillèrent ensemble, mêlant sagesse traditionnelle et innovation moderne pour concevoir un rituel qui honorerait le passé tout en embrassant le présent. Le jour choisi pour la cérémonie, le village entier se rassembla au cœur de la vallée. L'atmosphère était chargée d'anticipation et d'appréhension. Le rituel commença au coucher du soleil, mêlant chants ancestraux et musique contemporaine, danse traditionnelle et expressions artistiques modernes. Des offrandes furent présentées, combinant produits de la terre et créations technologiques, symbolisant l'union du passé et du présent. Alors que la cérémonie atteignait son point culminant, un phénomène extraordinaire se produisit. Une brume légère commença à s'élever du sol, enveloppant les participants dans un voile éthéré. Des lueurs dansantes apparurent dans l'air, formant des motifs complexes qui semblaient répondre aux gestes et aux sons du rituel. Un vent doux se leva, portant des murmures à peine audibles, comme si la terre elle-même parlait. Les villageois, stupéfaits, assistaient à ce qu'ils ne pouvaient interpréter que comme une manifestation des esprits. La brume se condensa, prenant des formes vaguement humanoïdes qui semblaient observer la cérémonie avec intérêt. Un sentiment de présence puissante, à la fois terrifiante et bienveillante, envahit chaque participant. Soudain, au cœur de ce phénomène surnaturel, la doyenne du village s'avança. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, comme si elle percevait des choses invisibles aux autres. D'une voix qui ne semblait pas entièrement la sienne, elle commença à parler, transmettant un message des esprits. Les esprits, dit-elle, étaient satisfaits de voir que les humains cherchaient à renouer le lien. Ils reconnaissaient les efforts faits pour honorer le pacte tout en s'adaptant au monde moderne. Cependant, ils avertissaient que ce n'était que le début d'un long chemin. Le véritable défi serait de maintenir cet équilibre au quotidien, de vivre en harmonie avec la nature tout en progressant. Alors que la doyenne terminait de transmettre ce message, les manifestations surnaturelles commencèrent à s'estomper. La brume se dissipa, les lueurs s'évanouirent, et le vent retomba. Mais quelque chose avait changé. L'air semblait plus pur, la terre sous leurs pieds plus vivante. Chacun sentait qu'un nouveau chapitre venait de s'ouvrir dans l'histoire du village. Dans les jours et les semaines qui suivirent, des changements subtils mais significatifs se firent sentir. Les récoltes redevinrent abondantes, la santé du bétail s'améliora, et une atmosphère de renouveau envahit la communauté. Mais plus important encore, un changement s'opéra dans les cœurs et les esprits des villageois. Ils comprirent que le pacte avec les ancêtres n'était pas un ensemble de règles rigides à suivre aveuglément, mais un principe vivant d'harmonie et de respect mutuel. Il ne s'agissait pas de rejeter le progrès, mais de l'intégrer de manière réfléchie et responsable, en gardant toujours à l'esprit leur connexion avec la terre et les esprits qui l'habitaient. Cette prise de conscience marqua le début d'une nouvelle ère pour le village. Les anciennes traditions furent revitalisées, mais adaptées au monde moderne.